Bienvenue à toutes et tous en si grand nombre, quel bonheur, n'est-ce pas, Sorge? Oui, ici, là. Ouais, Ouais. que ça, c'est ça. Sorge Chalandon, bienvenue. Alors, vous n'allez pas nous en vouloir, on se tutoie dans la vie avec Sorge, donc on va se permettre de se tutoyer sur scène. Ce n'est pas un tu excluant. Mais la dernière fois que je l'ai vous voyé sur scène, il m'a appelé madame pendant toute la rencontre, c'était insupportable. Oui, madame. Sorge, a-t-il besoin de te présenter tant tu es proche du festival ici à Laval, mais pour ceux qui n'ont jamais assisté à une rencontre avec Sorge Chalandon, je vais le faire quand même. Journaliste, grand reporter, tu préfères d'ailleurs le terme de grand reporter à celui de journaliste, 34 ans au journal Libération, bientôt 17 ans au Canard enchaîné, et puis bien sûr romancier. Des romans emplis de ton expérience personnelle, de ton enfance avec le petit Bonzi, de la cruauté du père, à ton expérience de reporter de guerre, Mon traître ou le quatrième mur. Et aujourd'hui, le livre de Kells, roman d'apprentissage, peut-être roman de l'aveu et de la gratitude. C'est la vie de Georges, ton double fictionnel de 1970 à 1973. Georges, qui à 13 ans s'émancipe en fuyant Lyon et la violence du père, et passera 11 mois dans la rue à Paris avant d'être sauvé par les copains de la gauche prolétaire. Prolétarienne. Oui, prolétaire. Écoute, prolétarienne, c'est mieux. J'écris prolétarienne, hein, je suis émue, je suis encore émue, tu vois. Sorge, ce livre-là, finalement, dans la chronologie des choses de ta vie que tu as pu raconter à travers les précédents, c'est effectivement la période qui manquait. Tu le vois un peu comme le chaînon manquant qui vient combler un petit interstice. Elle fait bien le... Ouais. D'abord, bonjour. Je suis vraiment ravi d'être là. J'ai de la famille dans le nord de la Mayenne, donc je suis un peu obligé de venir. Bellejarre, pour ceux qui connaissent, près de Mayenne. En fait, j'aurais jamais pu commencer par ce livre-là. Jamais. C'est-à-dire que ce livre-là referme si je puis dire, le livre de Sorge, c'est très moche, mais referme les livres qui ont été consacrés à l'enfance, à l'adolescence, et les referme parce qu'il y avait plein de choses dans ce livre-là que je ne pouvais pas avouer, en fait. C'est extrêmement difficile d'avouer, même le fait d'avoir été dans la rue, c'est extrêmement difficile à l'avouer, d'en parler. La violence politique, difficile. Lorsqu'on y entre et lorsqu'on en sort, c'est difficile aussi. La drogue aussi, toutes ces choses sont compliquées et ne peuvent être écrites, avouées écrites et assumées après qu'au bout d'un certain temps, je trouve. C'est-à-dire que maintenant, voilà, vous avez vu, j'ai une béquille, je suis très vieux, 2 doigts de l'EHPAD, non, c'est pas drôle, madame. Je peux, en gros, ce qu'on pensera ou ce qu'on espérera ou ce qu'on attendra de moi, ne m'importe plus. Mais surtout, ce livre-là est plein des autres, en fait. C'est-à-dire que le père, dans ce livre-là, je l'appelle l'autre. Parce que dans Profession du père, dans Enfant de salaud, dans la légende de nos pères, il existait vraiment. Et il fallait qu'il soit inscrit dans mon travail pour que je puisse dire simplement l'autre et qu'on sache de qui je parlais. C'est drôle parce que je me suis... Enfin, drôle. C'est... Non mais drôle, vas-y, ris du non, bah non. Je me suis interrogée parce que justement au début du livre, Georges est toujours chez ses parents. Oui. Et donc tu reviens sur la cruauté du père, sur un petit peu, Ouais. sur l'absence de tendresse de la mère qui ne sait pas faire, comme si elle était empêchée. Et donc effectivement, ton père, tu avais déjà beaucoup écrit dessus. Est-ce que finalement, ce petit rappel, comme tu dis très peu, mais quand même un rappel au début, ça permet à la fois à quelqu'un qui ne t'aurait jamais lu, au primo-lecteur de Sorge Chalandon,
se mettre vraiment dans le contexte, ou est-ce que c'est une manière de régler définitivement son compte ou d'en finir avec le cycle autobiographique? Les deux, en fait. C'est-à-dire que moi, ce que je n'aime pas, il y a des auteurs que j'aime pas parce que si j'ai pas tout lu, je comprends rien. C'est-à-dire qu'ils ont écrit 5 livres, si tu n'as pas lu le 3e, le 4e, tu ne le comprends pas. Je n'aime pas ça. Donc moi, ce que je veux, c'est que ça soit préhensible et lu par tout le monde avec compréhension, mais je veux aussi que ceux qui ont lu ce qu'il y avait avant, qu'il y ait un petit clin d'œil. Donc c'est fait aussi bien pour ceux qui n'ont rien lu et qui peuvent entrer dans mon travail par ce livre-là, et aussi, et ça, Sophie Quetteville a absolument raison, c'est parce que je ne vais pas continuer à vous emmerder avec ma famille, quoi. Ça y est. Je viens avec Enfant de salaud, je viens avec Profession du père, je viens avec La légende de nos fers, je viens avec Le petit Bonzi qui est le tout premier, ça suffit. C'est-à-dire que tu as un moment où stop, alors je pourrais faire un livre sur un arrière-grand-père, mais ça va, il faut arrêter ça. Le problème, et ce qui a été difficile pour moi dans l'écriture de ce livre-là, c'est pour tout ce que j'ai avoué dans ce livre-là, mais aussi parce que c'est fini. C'est-à-dire que le cycle autobiographique, c'est pas que autobiographique, comme tous les romans, mais le cycle de l'histoire du petit Sorge ou du petit Georges, etc., il s'arrête. Et comme il s'arrête, c'est terrifiant pour moi. C'est terrifiant parce que je peux pas revenir avec ce bagage-là. C'est terminé, c'est fermé. La seule porte de sortie qui me reste pour moi, auteur, c'est la fiction pure. C'est-à-dire, peut-être que je vais revenir vous voir, je serai mousquetaire du roi, vous direz, mais pourquoi? Ça n'a aucun intérêt, d'abord tu n'es pas mousquetaire du roi. Oui, d'accord, mais je ne peux plus continuer à labourer cette histoire-là. Il faut que j'arrête, je sens qu'il faut que j'arrête. Et ce qui est extrêmement troublant, et c'est pour ça que j'ai mis un temps fou à écrire ce livre, pas à l'écrire pour l'écrire, mais à accepter de l'écrire, c'est parce que maintenant je suis totalement au bord d'un précipice où je ne peux pas vous réembêter avec Sorge, avec Georges, avec je ne sais pas qui, c'est fini. Donc il faut que je devienne écrivain, il faut que je devienne romancier, c'est-à-dire que... Alors, il y a un côté joyeux aussi de se dire que c'est vertigineux, mais ça peut être joyeux, non? Ouais, t'es joyeux quand tu passes ton permis de conduire à 20 ans, quand tu le passes à 55 ans, comme ce fut le cas pour moi. Non, t'es pas joyeux, tu es inquiet. Tu es inquiet parce que tu ne sais pas si ça a marché, si tu pourrais. Même chose là. C'est-à-dire que je n'aurais pas fait 12 romans, dont peut-être 5 ou 6 là-dessus, ou en tout cas 12 romans dans lesquels, même si ça se passe en Irlande, ça se passe au Liban, le père est là, le père existe, sa violence existe. J'arrête. Eh bien, c'est pas facile. Donc, c'est pas si joyeux que ça, en fait. J'attends que le médecin arrive pour me donner les résultats. Là, j'en suis là pour l'instant. Mais l'infirmière qui est passée ne m'a pas dit, oh, mon pauvre, elle m'a dit, ça va aller. Voilà. Donc, c'est mon infirmière. Ça va aller. Oui, voilà. Ben, t'as mis du temps, mais Donc voilà, donc en fait, la question que pose Sophie est une question qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que le seul moyen de continuer à écrire, à raconter des histoires, c'est désormais d'entrer en fiction pure, même si je serai quelque part, bien sûr, on est tous quelque part dans les fictions, mais en tout cas, j'arrête avec, ça y est, je vous ferai plus chier avec... Et si par hasard je revenais avec l'histoire de mon oncle, vous diriez non, ben non, t'avais juré. Vous lui rappellerez, hein, oui, dans 2 ans quand tu vas revenir. Tu me rappelleras. Donc Georges, il a 17 ans, il veut partir. Bon, il veut plutôt partir pour Ibiza et Katmandou, hein, c'est l'époque. Oui. Tu as employé le mot bagage tout à l'heure. Alors effectivement, pour tout bagage, il a un duvet, un petit sac à dos. Et dans son sac à dos, qu'est-ce qu'il met? Il met une photo de Guignol. Ben, je suis lyonnais. Est-ce qu'il y a des Lyonnais, non? Ah, quand même. Merci, madame. Généralement, on était plus nombreux quand...
On se reproduisait, enfin c'était Lyon, quoi. Il met une carte postale que son copain Jacques lui a envoyée d'Irlande, qui représente quoi, cette carte postale, Sorge Chalandon? Parce que oui, c'est un drôle de titre, le livre de Kells, mais pour les amoureux de l'Irlande, il y en a peut-être, ou les amoureux de la culture celtique, ou ceux qui ont vu le livre, même, ou ceux qui ont, oui, mais pas, je ne parle pas de mon livre, là. Le livre de Kells, c'est une sorte de missel, c'est un évangéliaire magnifique, irlandais du 9e siècle. Et donc, tous les saints sont représentés, Marc, etc. Tous les apôtres sont représentés. Et c'est un manuscrit illustré de façon absolument superbe, avec tout ce que l'art celtique a de plus émouvant, avec les monstres à deux têtes, les serpents, les entrelacs. C'est une merveille absolue. Et Jacques, mon ami, moi j'allais nulle part en vacances, j'allais pas à droite, j'allais pas nulle part. Et chaque fois que Jacques, avec ses parents, partait en vacances, il m'envoyait une carte postale. Donc j'avais les pyramides de Gizeh, j'avais le Rhin, j'avais la Tour de Londres. Et un jour, je reçois cette chose-là, une page de ce bréviaire, et je trouve ça absolument somptueux. Et il y a Marc qui est au milieu, et je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé que Marc serait mon protecteur. Et tout le temps où j'étais chez moi, lorsque mon père hurlait, lorsqu'il me frappait, etc., je m'en remettais à cette page somptueuse de couleurs, de beauté, parce que j'avais l'impression que c'était une page protectrice. Et quand je me suis enfui de chez moi, évidemment, cette page protectrice, je l'ai prise et je l'ai mise dans mon sac à dos. Et c'est pour ça que ça s'appelle le livre de Kells, parce que Kells étant le village où ces pages ont été dessinées, écrites, etc. Et quand je quitte mes parents et que je me retrouve dans la rue, je m'aperçois que tous les jeunes qui sont avec moi dans la rue, il y en a plein qui sont morts. La drogue, la solitude, voilà, et que tous avaient en fait des noms de rues, des noms de guerre, des noms de codes. Et quand on m'a demandé comment je m'appelais, j'allais pas dire Guignol, ça n'aurait pas été compris par les gens non lyonnais. Et j'ai dit, Kells. Et on ne m'a pas demandé pourquoi. Et Kells, ça a été mon nom de guerre, de rue, ça a été mon nom de gamin seul, et sous la protection de cette beauté-là. Et donc, quand je l'ai écrit, je n'ai pas trouvé un autre titre que celui-là, parce que le livre de Sorge, vous imaginez. Tu l'as toujours, cette carte postale? Alors, non, je ne l'ai plus, j'en ai une autre. En revanche, j'ai toujours le curé d'Ars avec moi. Oui, j'allais dire, est-ce qu'il y a déjà la photo du curé d'Ars à ce moment-là, ou c'est plus tard? Non, elle est déjà sur ma chambre. Oui. Donc tu pars avec aussi? Je pars avec le curé. Guignol, le curé d'Ars, le livre de Kells. Pour un marxiste, ça commence bien, ouais. Et Sartre, alors Sartre, il pèse lourd dans le sac. La nausée de Sartre, d'abord parce que le titre est magique, la nausée, c'est ce que je vivais, ce que je ressentais. Je ne l'avais pas lu, hein. Mais comme mon père détestait Sartre, donc j'étais content d'être son ami. Et j'avais commencé à lire, je trouvais ça un peu compliqué, mais bref. Mais les livres, alors je ne sais pas si je m'en suis expliqué. Non, je ne crois pas que j'ai parlé du livre de Kells à Laval encore. Mais les deux seuls livres que nous avions chez nous, c'est 2 livres pour débuter dans la vie. Dans la rue, c'est joli. Pour débuter dans la vie, c'est simple. Il y avait une biographie d'Adolf Hitler et un livre sur les Waffen-SS. 2 livres que mon père avait, qui étaient enfermés à clé sous la télévision. Vous savez, on mettait les livres sous la télévision, enfermés à clé. Et c'est tout. C'est-à-dire que mon père, aujourd'hui, aurait été le chef des complotistes du monde. C'est-à-dire que Trump lui aurait demandé des conseils. Mais je pense, oui, absolument. Et donc tout ce qui venait de l'extérieur, les livres, les écrits, les journaux, c'était mal. C'était épouvantable. Lui seul détenait la vérité. Donc mon petit Sartre était caché sous mon lit, en espérant que jamais il ne le trouve. Et c'est Jacques, mon ami de toujours, qui m'avait offert La nausée. Et moi, je ne l'ai pas lu, mais donc c'était mon... Voilà, mon père adorait le fromage blanc. Rien que la vue d'un fromage blanc me fait vomir
aujourd'hui. Donc c'est bien qu'il n'ait pas aimé Sartre comme ça. Mais Sartre, c'était le pire du monde. C'était le communiste, c'était le salaud. En plus, mon père disait, en plus, il est moche. J'ai jamais dit à mon père, mais tu sais, toi, t'es... Parce qu'il était beaucoup plus fort que moi, quand même. Il se revanchait sur ma mère. Donc j'ai ça, j'ai le livre de Kels, j'ai Guignol, j'ai Sartre, ça y est, je peux... Sauf que, et là, ça va pas du tout. Lorsqu'on s'enfuit, lorsqu'on a 16 ans, 17 ans, et qu'on s'enfuit au printemps, on pense qu'il sera toujours le printemps. L'été, toujours. Enfin, il y a un peu des ratés au début, parce que finalement, tu finis chez Jacques, et d'ailleurs, depuis la fenêtre chez Jacques, tu vois l'appart des parents. Ouais, je vois l'appart des parents. Il y a des ratés. Elle est géniale, cette scène-là, elle m'a beaucoup... Ouais, il y a des ratés, d'abord pas parce que, comme tous les jeunes, moi j'ai envie d'aller à 4 mois, comme tous les jeunes. Comme des jeunes, sauf ceux qui faisaient leurs études de droit déjà, mais en tout cas moi je voulais aller à Katmandou, à Ibiza, je voulais... Et puis en fait, je suis allé au Sainte-Marie de la Mer, donc c'est pas loin, mais je trouvais que c'était un bon départ. Et là je me suis retrouvé avec ces jeunes qui pensaient ou qui voulaient aller à Katmandou, et ça m'a fait chier. D'abord j'avais pas envie de m'habiller en violet, et puis il s'extasiait avec Ravi Shankar. Des heures, et moi ça me... Alors c'était obligé de faire waouh, mais pas du tout. Je me suis dit, je ne suis pas de ces gens-là. Je n'avais pas envie de manger du boulgour parce qu'il fallait pas manger de viande. Et petit à petit, Ibiza, l'idée d'Ibiza, etc., c'est échappé de moi. Puis il y avait trop de drogue, il y avait trop de... Ils fumaient, puis je sais pas, ça n'allait pas. Je n'ai pas quitté mon père qui était fasciste, antisémite, vraiment un antisémite, vraiment. Il y avait la guerre d'Algérie pour les plus anciens. Donc je raconte dans Profession dans Profession du père, comment il m'avait expliqué qu'il était l'un des chefs de l'OAS et qu'il voulait tuer De Gaulle et qu'il fallait un enfant, et qu'il m'a engagé pour tuer De Gaulle pendant 6 semaines. J'ai cru, j'étais terrifié. Il est mort en hôpital psychiatrique, je vous rassure. Mais en tout cas, je sors de là, c'est pas pour aller vers des gens qui font et qui écoutent Ravi Shankar. Non, j'ai pas envie de ça. Et donc, mais j'ai toujours envie de partir loin. Et j'arrive à Paris. D'abord, je retourne à Lyon parce que j'ai peur, parce que je suis tout seul, parce que j'avais 800 francs. Non, j'avais 80 francs sur moi. Je suis parti avec un billet de 100 francs. Offert par ta mère à la gare. Que c'est pour solde de tout compte. 100 francs de l'époque, ça doit faire... je sais pas combien, mais enfin, c'était pas grand-chose, c'était un billet. Et puis, et donc je pars. Et j'arrive sur une aire d'autoroute à Avignon, s'il y a des Avignonnais. Je dors dans mon sac de couchage, les camions, enfin c'est épouvantable. Je dors sur un terre-plein d'autoroute. Et le matin, je me réveille, je me dis, j'ai la vie devant moi. Ça a été ma première fois que j'ai trouvé l'autorité en face de moi. Et il y avait un groupe qui s'appelait Jethro Tull. Et il y avait une bourrée de Jethro Tull. Voilà. Et donc je prends ma flûte et je fais comme le joueur de Jethro Tull, mais sur une seule jambe. Une jambe, et les gendarmes arrivent. Ils m'ont demandé, tu as combien sur toi? J'ai dit, j'ai 80 francs, ils me les ont pris. Maintenant, avec le recul, je pense qu'ils voulaient que je rentre chez moi, en fait. Hein. Mais j'ai gardé très longtemps le PV, joue de la flûte sur une seule jambe, au péage d'autoroute. Là, tu te dis, ça va pas être facile, quand même. La vie qui m'attend, parce que j'ai osé... Alors, c'est le gendarme joue de la flûte sur une seule jambe, au péage d'autoroute, sur une aire interdite. Et c'est vrai, il avait raison. Et donc je retourne à Lyon comme un soldat vaincu, mais je ne vais pas me rendre à mon père. Je vais voir Jacques, qui a la gentillesse de m'héberger, et par la fenêtre, ça c'est Champfleury, un rue de Commandant-Charcot à Lyon, et par la fenêtre de chez Jacques, je voyais la fenêtre de mes parents, et je les voyais qui marchaient, j'entendais presque le bruit des savates de mon père, et ça tout comme ça, et j'étais terrifié. Et après, je suis allé à Paris, où je suis devenu Kels, pour les gamins qui étaient en train de crever de la drogue, de la solitude.
Oui, parce qu'à Paris, Très dur. c'est une ville hostile, Totalement hostile, oui. toujours. Hein. L'hiver arrive, parce que c'est pas le tout de se barrer au printemps, mais comme tu dis, à un moment. Voilà. Oui, Voilà. mais on croit ça. On croit qu'on sera au printemps. Moi, je me voyais Charlie Chaplin avec ma branche de noisetier et puis un petit baluchon. Voilà. Et je mangerai des pommes sur les pommiers, des poires sur les poiriers, des noix sur les noisetiers, et je boirai l'eau des fontaines. Et non. Après, il y a l'automne et après, il y a l'hiver. Et là, c'est compliqué. Et finalement, il y a aussi, dans ces mois très compliqués, tu as eu parfois de la chance. Oui. Dans les rencontres. Oui, y compris avec des policiers républicains qui ont été adorables. Et finalement, il y a quand même déjà cette entraide. Oui. Les premiers que tu rencontres dans un endroit là sous un pont, après la bande avec qui tu vas traîner, alors qui est peut-être plus. Je l'aime pas, elle. Plus compliqué, tout mais. Tout le monde se ment, tout le monde se vole. Tu t'endors à côté de ton sac et quand tu te réveilles, le sac est plus là. Donc c'est une chose que je n'ai jamais cru, mais maintenant, il n'y a pas de solidarité de rue. C'est quelque chose que j'ai espéré, que j'ai souhaité. Enfin, à l'époque en tout cas, maintenant je ne sais plus ce qu'il en est. Mais il n'y avait pas de solidarité de rue. Et je crois que jamais je me suis senti aussi seul dans la rue, à Paris, mais jamais. C'est-à-dire que vous vous asseyez sur le trottoir, vous devenez le trottoir. Vous asseyez contre un mur, vous devenez le mur. On vous enjambe, on ne vous regarde pas. Chaque fois qu'on nous souriait, quand quelqu'un nous souriait, entre nous, on appelait ça un soleil. Aujourd'hui, j'ai eu 2 soleils. Et c'est bouleversant parce que, alors, de temps en temps, quelqu'un me regardait avec, généralement, c'est une maman avec son enfant. Ben, tu vois, si tu as des mauvaises notes, tu finiras comme le monsieur. Alors, donc, mais c'est rassurant parce qu'au moins, tu es là, tu existes, tu es vivant. Mais je ne pensais pas que la rue serait aussi hostile, aussi difficile et surtout l'extrême solitude. L'extrême solitude. Vous n'existez plus, personne. C'est terrifiant. Personne ne lève les yeux sur vous, plus jamais. Et comme, alors bon, j'avais 17-18 ans, je pensais que je m'en sortirais, mais tout d'un coup, tu te dis, et si c'était comme ça toujours? Donc tu parles aux arbres, tu parles aux murs, ou tu parles aux inconnus, mais c'est mal vécu, évidemment. Ça te hante toujours, la rue? Oui, alors, non seulement ça me hante, mais elle m'attend. C'est-à-dire que rien n'est tellement pas acquis jamais que je sais que j'aurai toujours une place. C'est quelque chose qui me hante en vrai. C'est pas un jeu. Là, j'étais à Libération, c'était dans les années. Enfin, moi, j'ai été donc 34 ans à Libération, mais à un moment donné, nous avons créé Libération Lyon ou Lyon Libération, et on avait fait un reportage sur ce qu'on appelait les nouveaux pauvres. Donc c'était plus les clochards, c'était pas encore les SDF, les nouveaux pauvres, des gens d'une nouvelle catégorie de pauvres qu'on n'imaginait pas. Et il y a un monsieur, un nouveau pauvre donc, qui était absolument bouleversant parce qu'il était en costume cravate, assis par terre avec son petit truc comme s'il partait au boulot. Et son histoire m'a glacé parce que je me suis dit ça peut arriver quoi à tout le monde. Il est chef d'entreprise, il est avec sa femme, ils s'aiment, ils ont, pour moi qui était le maximum, ils ont une maison, un jardin et un nain de jardin qui pour moi c'était le nain de jardin. Pour moi, si tu arrives à te payer un nain de jardin, c'est que tu as réussi ta vie. C'est-à-dire c'est le truc qui sert à rien mais qui prouve que tu as une maison, que tu as un toit. Et ce monsieur nous raconte... Si j'avais eu le temps, je voulais arriver avec un nain de jardin. Alors on m'en a offert en Suisse, des gens qui sont avec des petits nains de jardin, et j'ai envie de pleurer, d'ailleurs ils sont dans les pots de fleurs. Mais ce monsieur nous dit, il nous explique, il dit, ben voilà, j'étais chef d'entreprise, et un matin, je me réveille, je me tourne pour embrasser ma femme, comme chaque matin, elle était froide. Et j'ai pas pu.
Donc j'ai tout fait, on l'a enterré, etc. Puis après, j'ai jeté mes clés. Et je suis là. Et je comprends. Je comprends totalement ça. Et là, tout d'un coup, tu sais que les gens dans la rue, ça peut être cet homme-là. C'est pas juste, voilà, c'est les accidents. Non, ça peut, je pense que c'est terrifiant, mais je pense que ça peut arriver à tout le monde, même pour une brève période. La rue n'est pas réservée aux autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, mais aujourd'hui toujours, ne jamais baisser les yeux quand quelqu'un dans la rue vous regarde. Jamais. C'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qu'il y a de plus dégueulasse, de plus insultant, de plus moche. Au moins, même si on n'a pas d'argent, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de pièces, ou il y a moins de pièces, etc. Mais au moins ne pas baisser les yeux. Et ça, je n'ai eu pendant ces longs 11 mois, presque 12 mois d'enfance, où je n'avais que des yeux baissés en face de moi. Et à vie, ça m'a marqué. À vie. Et donc, voilà. Là, moi, je peux dire, au moins, c'est bien, parce que quand on me dit, lorsqu'on parle et que des gens disent, ouais, mais vous, les petits bourgeois et tout, moi, je suis un chien des rues. Je suis un chien des rues. J'ai été élevé dans la rue, je me suis battu dans la rue. Je viens de la rue. Et ça, toujours, ça me marquera. Et toujours, ça sera à la fois ma frontière pour être tout à fait heureux. Parce que être un chien de la rue, une fois que tu as été chassé, battu par ton maître, par ton père, c'est extrêmement difficile de se reconstruire après. Mais au moins, je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais pourquoi je vis. Et je ne suis pas en train de me plaindre parce que je suis parti à Bahreïn, ils bombardent la France, ramenez-nous à la maison. Non. Moi, je suis un chien de la rue. Ça, c'est fait. Non, mais attends. Il y a l'expérience de la drogue aussi dans la rue. Alors, Oui. il y a un long passage parce que c'est long. Quand on prend du LSD, ça dure plusieurs heures, donc tu le retranscris bien. Puis alors, ce passage, ça te permet, au passage, De rendre hommage. de magnifier ta mère et de déclarer ton amour à Angela Davis. Alors ça c'est très énervant avec Sophie, parce que comme elle lit vraiment bien, en fait, elle pourrait être seule sur scène, et parce que vous avez envie de dire des choses, et vous dites, ça y est, bon, ça elle l'a dit. Alors, je vais vous dire, j'ai mangé du couscous tout seul à midi. Non, mais je plaisante, vas-y, je rigole. Et oui, c'est un moyen, une manière, une façon de magnifier ma mère. Non, mais elle prend pas la mouche, c'est un jeu. Pouvez-vous raconter ce passage, cher Chalon? Oui. Dans tous mes romans, ma mère est une petite femme grise. C'est une femme battue, comme il y en a eu plein, comme il y en a encore plein. Une femme battue, une femme que son mari ne considérait pas, une femme qui n'a pas eu le courage de protéger ses enfants, une femme dont je n'ai jamais connu l'odeur, je n'ai jamais eu de baiser de ma maman, je dis ma maman exprès, parce que c'est le moment, ou jamais, qui ne m'a jamais aidé à chasser le monstre qui est caché sous mon lit. C'est ça, ça sert à ça, une maman. Je ne me souviens pas de sa peau. Je n'ai pas connu le contact de sa peau. Donc tu commences dans la vie avec une mère qui est absente et qui a peur de mourir, et un père qui est un bourreau. Pas facile. Et pour vous donner une indication sur la peur qu'avait ma mère par rapport au père, lorsque l'autre donc est mort, incinéré, je raccompagne ma mère chez elle, à Lyon, et nous sommes à la porte. Elle dit, bon, moi demain je change les clés, hein, les serrures. Je lui dis, mais maman, il est mort. Et elle me dit, avec ton père, on ne sait jamais. Et c'est l'emprise à ce point, c'est quelque chose qui me terrifie. Bref, c'est peut-être pour ça que dans mes romans, à part Une joie féroce où je suis moi-même une femme qui combat le cancer, parce que ma femme et moi avions un cancer en même temps quand j'ai écrit ce livre, les femmes sont peu dans mes romans. Comme si, alors elles sont là, mais même j'ai fait une erreur
considérable. Mes 2 romans sur l'Irlande, Mon traître et retour à Killybegs, donc sur la lutte des républicains irlandais, il y a très peu de femmes, alors qu'elles sont au cœur de cette lutte. Alors que les femmes en Irlande se sont battues de tout temps les armes à la main, et ben même dans et je connais ces gens-là, même dans mes romans à moi, elles sont un peu à côté, un peu pas là, un peu exclues. Je sais pas pourquoi. Peut-être pas parce que peut-être parce que ma mère était absente. Et quand j'ai pris un jour, 2 fois, pas une, je dis qu'une seule fois parce que c'est un roman, du LSD. Donc le LSD, c'est pas une drogue comme les autres. Le LSD, c'est un empoisonnement qui dure 8 heures, 9 heures. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes empoisonné et pendant 8-9 heures, vous êtes assailli de couleurs, de bruits, de sons. Les gens sont complètement magnifiques, mais c'est effrayant. C'est un côté qui est absolument effrayant. Et pendant ce trip, comme on dit, ce voyage au LSD, brusquement, je comprends quelque chose qui me bouleverse. Il y avait Angela Davis, donc combattante du Black Panthers Party, qui était recherchée par le FBI et par toute la police américaine à l'époque, parce qu'elle était accusée d'avoir fourni des armes à des jeunes noirs américains qui avaient attaqué une prison, un tribunal pour libérer leurs copains. Elle a été arrêtée, les charges sont tombées parce que c'était faux, et c'est un jury de blancs qui a dit « elle est innocente ». On n'en est pas là, moi je prends ce truc-là, et pendant que je suis en train de planer, mais c'est pas, tu planes pas, tu es assailli c'est le livre de Kells en mieux, voilà. Sauf que tu es au milieu de tout ça. Et brusquement, je me souviens, je m'imagine que ma mère avait une demi-sœur qui s'appelait Angela. Et je comprends. Angela Davis, mais bien sûr, cette petite femme opprimée par ce salopard, en fait, c'est une combattante. En fait, c'est une résistante. Et je la vois dans mon truc. Je comprends que Angela Davis, qui est recherchée partout, en fait, elle se cache à Lyon. Ma mère la cache dans notre cave. 1 rue du Commandant Charcot à Lyon 5e. Angela Davis est cachée dans la cave. Et là, dans ce délire, je vois ma mère avec un petit béret noir. Elle a toujours son bichette. Je n'ai pas pu lui enlever son tablier de ménagère, parce que j'ai du mal. Mais elle avait un béret noir, elle avait le pistolet à la ceinture. Et Angela Davis, j'ai compris qu'ils étaient très proches l'une de l'autre, parce qu'elles avaient les mêmes pantoufles bleues avec une petite encre. J'ai fait de ma maman une héroïne. Elle était libre. Elle était belle, elle combattait, j'ai été, et quand je lui ai dit, mais maman, je ne savais pas, dans le rêve, elle m'a dit, mais tu sais, mon fils, je préfère te cacher des choses pour que tu n'aies pas peur. Et quand les gendarmes sont venus, encore une fois, j'étais sur un banc à Lyon, j'avais jeté toutes mes affaires un peu partout, parce que le trip dure longtemps. Et les gendarmes arrivent, il y a ce zigoto avec les cheveux longs qui est sur un banc et qui crie « Maman, je t'aime !» Et voilà, et les policiers sont arrivés. Mais oui, cette scène-là, il fallait que je la raconte. Oui. C'est pas pour la drogue que je la raconte, mais comment est-ce qu'un enfant, à un moment donné, fait de sa mère éteinte victime, fait d'elle une héroïne. Et ça, j'en avais besoin impérativement. Parce que je me suis demandé, comme c'est quand même écrit roman, bien sûr, si ce rêve-là, dans plein trip LSD, était vrai, oui, était vrai, ou si là c'est le romancier non, qui est sans, qui... Bon, bah, non, c'est ça. Non, mais non seulement il était vrai, mais je pense pas que j'aurais pu inventer ça. Je pense pas qu'on peut inventer ces sensations. Je ne suis pas assez fort pour inventer des sensations comme ça. Et puis, on est à la moitié du temps, ça tombe bien, on va faire l'autre moitié du livre. Un jour, sur le parvis de la gare Saint-Lazare, tu vois des jeunes gens qui crient mort au racisme anti-jeune. Non, racisme anti-jeune. Non, racisme anti-jeune, ça te souffle un peu. Ah bah oui. Et en fait, ils vendent un journal, et toi qui récupérais déjà les journaux sur les bancs, sur les machins, C'était le seul moyen pour moi de suivre l'actualité. Ils vendent un journal qui s'appelle La Cause du Peuple. Et vous allez...
je, je m'approche. Je renifle. Et puis, bon, ils vont se méfier un peu au début, au cas où tu sois un flic. Et puis finalement, ils vont te proposer de vendre la cause du peuple. Et puis finalement, ils vont t'emmener avec eux. Et puis, en fait, ils vont me sauver la vie. On peut dire ça? Ah, bien sûr. C'est-à-dire que moi, le problème que j'ai, c'est que je ne veux pas retourner à Lyon et que je viens de la rue. Je sais quelles étaient mes faiblesses à l'époque. J'aurais pu tomber sur une secte, une vraie secte. Mais non, t'aimes pas Ravi Shankar. Non, mais oui, mais il y a des sectes où c'est pas obligé d'écouter de la musique indienne toute la journée. En fumant des bidis, en disant ouais, ça me rappelle tellement quand j'étais à Delhi. Non, j'aurais pu tomber sur l'église de Scientologie, j'aurais pu tomber sur de l'argent. Je serais d'argent pour l'église. Oui, j'ai pas assez de sous. Mais j'aurais pu tomber sur n'importe qui m'aurait dit écoute, tu comptes pour nous. Tu es pas nul comme le disait ton père, tu mérites de vivre. Alors je suis tombé sur eux. Je ne pouvais pas tomber sur l'extrême droite française puisque j'en venais. Mon père qui avait, pour ceux qui ont lu, qui avait notamment choisi l'armée allemande pendant la guerre, il était en allemand, habillé en allemand, et comme disait ma mère, mais il n'a pas fait grand-chose, il était dans les trains, en 1943 en Pologne. Les trains. Ça, c'est mon père. Donc je ne pouvais pas tomber sur un groupe qui lui ressemble et qui déteste Jean-Paul Sartre, par exemple. Et en même temps, justement, avec ce père un peu tout puissant, tout écrasant et qui a juste la Waffen-SS et la bio d'Hitler, j'imagine que tu n'étais pas très politisé. Du tout. Tu n'avais aucune culture politique rien à part les délires de papa. Rien. Non, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de livre. Il y a un jour, j'ai eu, alors pour ceux qui connaissent, pour les anciens, j'ai eu un poster de Jimi Hendrix, magnifique guitariste noir américain qui était bref. Et je mets le poster de Jimi Hendrix dans ma chambre. Et mon père l'arrache en disant il n'y a pas assez de chanteurs blancs en France. Voilà, je viens de là. Donc je n'ai aucune culture. C'est-à-dire, enfin aucune culture, je vais en classe, mais je ne sais pas qui sont ces jeunes que je croise qui disent non au racisme anti-jeune. Et surtout, je tombe sur des jeunes qui, tout de suite, voient que je suis un gamin de la rue et tout de suite se disent comment est-ce qu'on peut l'aider, ce gamin-là. J'aurais pu tomber sur des groupes beaucoup plus sectaires, des groupes très durs, groupes de militants comme ça, mais pas du tout. Là, je tombe sur... J'ai eu de la chance, parce qu'après, j'ai parlé avec d'autres gens qui étaient dans la même organisation, mais eux, c'était un cauchemar de partis ou de choses obligatoires à faire, etc. Là, du tout. Là, je tombe sur des jeunes qui se partagent le job en plus. Il y en a qui me font entrer en littérature, en musique, au cinéma, au théâtre. C'est-à-dire que des choses que jamais je n'ai fait avec mes parents. Je ne pensais pas. Une fois, on m'emmène au Louvre et je pleure devant un tableau, mais je ne pensais pas qu'on pouvait pleurer devant une toile de maître. C'est pas possible de pleurer devant un tableau. Si, c'est possible. Tout d'un coup, j'ai été bercé par la musique, par l'intelligence. J'ai retrouvé Jean-Paul Sartre. Tiens, il n'a pas écrit que La nausée. Il a écrit les mots, il écrit plein de choses. Hop, je retrouve Jean-Paul Sartre. C'est-à-dire que je me trouve en face de gens intelligents. J'ai pas besoin de m'appeler Kels, contrairement au roman. C'est un roman. J'ai retrouvé mon prénom Sorge tout de suite. Mais là, je le garde jusqu'au bout du roman parce que pour qu'il y ait une cohérence avec le titre. Mais en tout cas, je me retrouve en face d'abord de gens qui ne me font pas peur, pour qui la drogue est un fléau, et pour qui... alors, je ne comprends pas bien de quoi il parle. Il parle de marxiste-léninisme, il parle de Lénine, de tout ça, de Mao. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Moi, ce que je vois, enfin, je ne sais pas encore, après je vais apprendre, mais ce que je vois, c'est qu'ils sont anti-autoritaires. C'est un mouvement anti-autoritaire, et leur problème est simple, c'est
Moi, j'ai une phrase que je garde toujours en tête, c'est Sorge, il faut que tu défendes tous ceux qui sont plus juifs que toi, plus noirs que toi, plus pauvres que toi, plus seuls que toi, plus déshérités que toi. Notre rôle, c'est de les défendre. C'est qu'ils ne soient jamais seuls en face de ceux qui les oppressent. Jamais. Et il faut que chaque fois que quelqu'un oppresse une ouvrière, un ouvrier, n'importe qui, que chaque fois on soit au milieu et qu'on l'empêche de faire. Ça me va. Ça me va. C'est-à-dire, je vais pas essayer de comprendre, mais qui a écrit ça d'abord au 18e, au 19e? Non! Là, je me trouve en face de jeunes qui disent, dès qu'il y a quelque chose qui touche à l'intégrité des hommes, qui touche à son humanité, on s'y oppose. Et on s'y oppose comment? Par la violence. Tu dis toi-même que tu n'es pas dans la branche dogmatique, que tu es dans la branche militaro-débile. Alors moi, j'étais militaro-débile, c'est-à-dire que même les gens les plus politiques, ils nous appelaient les militaro-débiles. Alors, militaro, d'accord, débile, ça m'embêtait un peu. Mais c'est parce qu'on est... Pour des gens qui te donnent accès à la culture, par ailleurs. Oui, mais tu peux être militaro-débile et fan d'Ariane Mouchny. Bon, c'est pas grave. Mais c'est terrible, mais l'idée de violence, ça m'allait. Pour deux raisons. D'abord parce que mon père m'avait habitué à l'idée de violence. Le rapport de force ne pouvait pas passer par la parole. Cet homme n'avait aucune culture. Et aussi parce qu'en face, la violence était immense. Des gens qui sont aujourd'hui ministres ou qui l'ont été, Devedjian, Madelin, Fillon, ces gens qui se battaient. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où souvent on parle de mai 68, mais mai 68 par rapport à 71, 72 en France, 70, 71, 72, c'était rien. C'était rien. Là, et je m'étonne qu'il n'y ait pas une mort, mais c'était des violences extrêmement dures de tous les bords. Le Front National n'existait pas encore, il y avait Ordre Nouveau, il y avait Occident, il y avait la gauche en face, et c'est terrifiant lorsqu'on y repense maintenant avec le recul, c'est que la violence politique était un moyen de l'expression quasiment normale et quasiment quotidienne dans les facultés, dans la rue, etc. Et moi, ça m'allait pour l'instant, jusqu'à ce qu'on se dise que, heureusement, là j'étais dans un festival en Italie qui m'était consacré à Portedone, qui est près de Venise. Et c'est ce que je leur disais, je leur dis, nous, le problème c'est qu'on n'était pas italiens, on n'avait pas à expier les crimes commis par les fascistes, donc pas de brigade rouge chez nous. On n'était pas allemands, on n'avait pas à expier les crimes commis par les nazis, on n'était pas la fraction armée rouge. C'est-à-dire que nous, notre histoire, c'était notre guerre, c'était les Aubrac, c'était De Gaulle pour certains, l'affiche rouge pour d'autres. C'est-à-dire qu'on n'avait pas à rougir nous n'avions pas à expier ce que nos pères avaient fait. Et, enfin, mon père, oui, un peu, mais pas nos pères. Moi, je joue collectif quand même. Et donc, il y a un moment, l'un des nôtres a été tué, il s'appelait Pierre Auvernay. Il a été assassiné par un vigile de la régie Renault. Il a pris une balle parce qu'il distribuait des tracts et qu'il était menaçant un peu. Il a été tué et ça a mis fin à la violence. C'est-à-dire que quand... Ça et Munich aussi, non? Alors d'abord ça, puis Munich, c'est-à-dire que on s'est aperçu qu'on ne jouait plus, quoi. Il y avait un mort. Lorsque Pierrot a été enterré dans le cercueil, on y était tous en fait. C'était la fin d'un gauchisme qui pensait qu'on allait vers la guerre civile, qui était prêt à la guerre civile, qui était prêt à assumer la guerre civile. Et c'est là où on s'est dit, mais non, notre patrie, c'est Voltaire, notre patrie, c'est Hugo, notre patrie, c'est Zola. Oui, c'est la Commune de Paris, mais c'est les Lumières. Et donc, stop, arrêtons ça. On est en train de déconner à plein tube. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas Action Directe qui a été créée après. Donc, on décide de se dissoudre, d'autant plus qu'il y a eu Munich. Donc pour les anciens aussi, Munich 74, Jeux Olympiques, et un commando palestinien attaque les Jeux Olympiques de Munich et tue les athlètes israéliens, tue plein d'athlètes israéliens. Et là, moi qui lutte
chaque jour, depuis des années, avec des copains qui sont arabes, qui sont palestiniens, jordaniens, algériens, tunisiens. Je me retrouve en face de copains qui brusquement se souviennent que nos chefs, notamment Pierre Victor, qui était le chef des Mao à l'époque, il s'appelait Béni Lévy. Et le fait qu'il s'appelle Béni Lévy leur pose un problème. Moi pas, je m'en fous. Mais eux, ça pose un problème. Et tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a un problème chez certains, non pas avec Israël, le sionisme, mais avec le fait d'être juif. Et ça a définitivement... Donc là, je ne parle pas de 2026. Je parle de 72, 73. Déjà, il y avait quelque chose qui s'apparentait à un antisémitisme qui a brisé le mouvement en deux. Je ne pouvais plus ni parler, ni discuter, ni rien avec ces gens-là. Alors qu'avec des gens, des sionistes comme le Bétard, qui est un groupe très dur, violent, etc., il nous est arrivé, le Bétard et nous, d'attaquer Ordre Nouveau, parce que c'était le grand parti, pour nous, le grand parti antisémite. Il n'était pas à gauche, le parti antisémite. Il était évidemment à l'extrême droite. Le Front National, les statuts ont été déposés par Pierre Bousquet, qui est un ancien de la Waffen-SS. Je ne crois pas que des statuts à droite, à gauche, ont été déposés par des anciens Waffen-SS. Mais bon. On va quitter 2 secondes la littérature, peut-être, pour... Est-ce qu'on n'y a jamais été? C'est un compliment, hein. Tu disais, on n'imagine pas à quel point ces années 70 étaient violentes, politiquement violentes. Vous vous foutiez sur la gueule en pleine rue, il y avait le feu dans les rues de Paris. 5000 personnes d'un côté, 5000 personnes de l'autre. C'était pas... Et en même temps, après avoir décidé de dissoudre le groupe, de continuer le combat autrement, le journalisme, etc., est-ce que tu imaginerais ce qui se passe ces temps-ci, c'est-à-dire des groupes d'extrême droite qui défilent dans la rue, protégés par les flics, et qui tambourent les machins, les trucs, il y a quelques mois. Il y a ça, ouais. Ce qui s'est passé à Lyon il y a quelques mois aussi, avec tout le discours autour. On ne va pas dire que la mort d'un jeune homme, c'est bien, la question n'est pas là, mais avec tout ce qui a pu se passer autour de malhonnêteté intellectuelle, t'imaginais qu'on pourrait en revenir là? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait y retourner à cette violence? J'adore. Alors voilà. Non, j'avais dit qu'on allait quitter la littérature 2 secondes. Non, mais enfin moi, je ne peux pas imaginer que des groupes d'extrême droite français défilent, non pas seulement avec la bonne vieille croix celtique bien de chez nous, si je puis dire, mais effectivement avec des tambours peints au sigle des jeunesses hitlériennes, et que la police française protège la manifestation contre les gens qui trouvent ça dégueulasse. Je ne pensais pas que l'on en arriverait là. Je ne pensais pas non plus que dans un affrontement, des jeunes font ce qu'ils veulent, les jeunes d'extrême droite font ce qu'ils veulent. Ils veulent perturber un meeting, ils le font. Ensuite, il y a des affrontements. Il y a des affrontements entre services d'ordre. Il y a l'un des jeunes qui est battu sévèrement par terre, c'est vrai, et qui se relève, qui part avec ses copains, qui n'attend pas. Il le dit, ça a été, malheureusement maintenant c'est filmé, donc tu sais tout maintenant. Il dit qu'il ne veut pas attendre l'arrivée de la police parce qu'il ne veut pas de problème. Il fait 1,2 km à pied avec ses copains, sans se rendre compte qu'en fait il a une commotion grave, et il meurt. Qu'il y ait 1 minute de silence à l'Assemblée nationale pour ce jeune homme qui était dans un mouvement néo-nazi. On l'a su après. Il y a eu une minute de silence par l'Assemblée nationale pour un gamin qui se cherchait, qui était néo-nazi, qui était profondément antisémite. Il faut faire attention. Je trouve que la moindre des choses de la représentation nationale, c'est d'enquêter. Faut pas, l'émotion ne doit jamais faire en sorte qu'on fait des trucs qui sont irréparables.
Voilà, c'est-à-dire que comment est-ce qu'il est mort? Attendons au moins que l'enquête dise non, il n'a pas été massacré au sol, c'est faux. Oui, c'est un truc entre services d'ordre. Oui, mais c'était pour protéger les jeunes femmes de Némésis, dont la patronne fait des signes nazis qui sont malheureusement pris en photo. Il faut faire vachement attention. Et ça, c'est juste parce que c'est l'immédiateté. C'est TikTok, on réagit tout de suite, on n'enquête pas, on ne cherche pas à savoir. Un jeune est mort sous le coup de l'extrême gauche, 1 minute de silence. Alors, c'est dégueulasse de taper sur un gamin à terre, c'est dégueulasse, on ne le fait pas. Sauf qu'on ne le fait pas, point. Mais on enquête, on demande, on cherche, on voit ce qui s'est passé, etc. Mais quand on sait après, parce qu'ils le savent maintenant, ça y est, les enquêtes ont... Et je travaille au Canard enchaîné, et on sort aujourd'hui que là, les policiers étaient là, ils ont vu, ils ont laissé faire. Attendons les enquêtes, mais que la représentation nationale fasse 1 minute de silence pour un gamin antisémite et qui a été pris en photo en faisant le salut nazi parce que profondément il adorait le Troisième Reich, je trouve ça dommage. Il faut faire attention. C'est un moment où il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, vraiment à tout, avant de... Il ne faut pas réagir comme des animaux inquiets. Jamais. L'intelligence, c'est de comprendre ce qui se passe et de réagir en conséquence. Mais là, je trouve qu'on a mal... Et après, quoi que tu dises après, maintenant qu'on sait tout ça, parce que tout a été filmé, etc., c'est trop tard. Le mal est fait. Lorsque tu parles là des gens, ça reste un pauvre gamin qui protégeait des féministes et qui est mort par terre, écrasé par la violence de l'extrême gauche. Il est mort, mais tout ce qui était autour est faux. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde où on me ment. C'est pour ça que je voulais... Mon père mentait, les gens mentent, j'ai pas envie de ce monde-là. Même si c'est un monde... S'il avait été tué par des jeunes, par terre, à coups de pied, je serais en train de dire aujourd'hui que c'est dégueulasse. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Même s'il est mort, c'est pas ce qui s'est passé. Au moins qu'on rétablisse la vérité. Voilà. C'est des jeunes soupçonnés d'antisémitisme de gauche qui ont tué un véritable antisémite de droite. Voilà. Il n'y a pas 1 minute de silence pour ça. Est-ce que le fait de travailler pour la presse papier, tu penses que ça vous permet aussi de laisser le temps au temps et pas de se presser comme certaines chaînes? Oui. Non, ben oui, mais moi, je suis... Ne pas crier avec les loups, quoi. Je suis attaché au papier. J'ai des souvenirs comme plein de gens de François, 5e édition, 6e édition. Ma vie est en noir et blanc, quoi, en gros. Je suis pas passé à la couleur. Tout à l'heure, il y a un jeune lycéen qui me dit vous pouvez me donner votre adresse mail? Je dis ouais, mais j'ai pas de papier. Il me dit mis sur son téléphone. Tu vois, donc il faut que j'apprenne quand même. T'as une carte? Ouais, non, mais il faut que j'apprenne à vivre avec mon temps. Mais toi, moi, je cherchais le stylo et le papier. Le mot m'est regardé, genre ah ouais, d'accord. Si ça peut te rassurer. Oui, pareil. Oui. Mais alors... Le livre se termine... Attends, parce que quand même, ce qu'il faut dire pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas lu, c'est que ma chance, je sors de la rue grâce à ces gens, et les chefs de ce mouvement vont créer Libération. Donc ma terreur, c'est que lorsque ce groupe se dissout, je me dis, c'est terminé. Et ce que je ne savais pas, alors peut-être que ma mémoire part en capillotarde, c'est que tu es embauché à Libé comme dessinateur au départ. Et oui, parce que je gribouillais, quoi. J'ai été dessinateur à Libération, qui était un tout petit journal, c'était un fanzine, en gros. C'est-à-dire qu'on est passé des points dans la gueule au point d'exclamation. C'est bizarre. Et nos chefs sont passés la lutte des classes, la lutte contre le cholestérol, ce qui n'est pas... Tout le monde change. Mais en tout cas, je suis rentré comme dessinateur. Et puis, quand Libération a commencé à se professionnaliser, les vrais dessinateurs sont arrivés. Ils ont compris que j'étais un escroc. Donc j'ai été monteur en page. Pareil, je ne montais pas très droit. Les vrais monteurs en page sont arrivés. Les logiciels.
Ah non, mais pas encore. Ah bah non. Non, non, nous étions sur des machines à écrire qui étaient je me souviens plus comment elles s'appelaient, machines à écrire. Et puis, comme c'est fini pour moi le dessin, c'est fini pour moi la mise en page, il y a Serge July, donc mon patron quand je militais et mon patron à Libération, qui dit bah, écoute, tu fais comme tu veux, soit tu t'en vas, soit tu t'en vas la rue tout de suite. Soit tu t'en vas, soit tu rentres à la rédaction. J'ai dit ah oui, plutôt la rédaction. Et j'y suis resté 35 ans. J'étais Serge July auquel tu es resté fidèle toujours. jusqu'au bout, puisque c'est et je le suis toujours. quand il a été dégagé que tu es parti. Enfin, Oui, quand le baron Édouard de Rothschild a dit à Serge July que je me souviens de ce titre dans Le Monde, le baron Édouard de Rothschild, donc a racheté Libération, c'était écrit en finir avec l'époque Julie. Donc j'ai pris ma petite boîte comme dans les films américains et je suis parti. 30 mois de chômage. 30 mois de chômage alors que j'étais pris Albert Londres, etc. Mais tout d'un coup, j'étais juste un mec de 55 ans dehors. Et heureusement, le Canard enchaîné m'a dit, bah, si tu veux. Mais j'ai eu quand même avec le Canard 1 an de CDD. Non pas pour savoir comment j'écrivais, parce qu'il savait, mais si je payais mon coût, si. Voilà. Si je n'étais pas le mec qui arrivait de Libé, qui écrit des... Non, non, du tout. Oui, je paye mon coût comme les autres, et voilà. Tu m'autorises à lire? Bien sûr, bah tu. Alors je vais vous lire les 2 dernières pages. On est à Libé. Non, mais vous inquiétez pas, ça déflore rien. À la fin de la journée, donc on est à Libé, hein. J'ai soigneusement rangé mes affaires, sauf le papier à dessin que j'ai laissé sur le bureau, en évidence, pour garder ma place. Et puis j'ai traversé les locaux. Serge était penché sur une photo, il a levé la tête, m'a observé un instant, sourire de copain, clin d'œil complice à travers la fumée de sa cigarette. « À demain ?»« À demain », j'ai répondu, le cœur étoilé. Alors le cœur étoilé, c'est super beau, puis on se dit « Putain, ça y est, Serge, il finit avec une grosse lumière. » Page d'après. Si je peux? Non? Oui? Non? Oui? Ah, j'ai du nom par là alors. Denis, le copain. Attendez, juste un mot. Ce livre est dédié aux copains dont je parle, à qui je dédie le livre au début et j'en reparle à la fin de ce qui va être lu. Denis, le copain chilien, a choisi la lutte armée. Un matin, en bord de Seine, il s'est tiré une balle dans la bouche. Yves s'est pendu. Daniel s'est pendu. Marc, ouvrier chez Renault, a été abattu par une patronne de café dans le Val-de-Marne. Éric était infiltré chez les Mao. Élève officier à l'école nationale de police, il a disparu avec nos munitions. La petite lumière s'est éteinte? Le cœur, il est étoilé, mais enfin, il est un peu fissuré aussi, quoi. Oui, mais c'était pour le rendre hommage. C'est que lorsqu'on arrête un mouvement comme ça, lorsqu'on a vécu ensemble des années à espérer un lendemain meilleur, lorsqu'on s'aperçoit que ce lendemain meilleur n'est pas arrivé, peut-être n'arrivera pas, peut-être qu'il va être pire, ben j'ai pas envie de mentir. Ces jeunes sont morts en espérant vivre. Ils ne sont pas morts parce qu'ils en avaient envie, ils sont morts en espérant vivre pleinement, violemment, joliment. Et ils n'en ont pas eu le courage. Et si Libération n'avait pas été là, n'avait pas existé, si Serge ne m'avait pas dit « Est-ce que tu veux rentrer au journal ?» Vraiment, je sais que je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Je disais en intro que c'était un livre aveu, un livre gratitude, c'est ça? Oui. Oui, puis c'est le dernier du genre. Alors... heureusement. Il nous reste 2 minutes. Comme tu as l'âme chantonnante aujourd'hui, et ça je ne pouvais pas, j'avais vraiment prévu de finir comme ça, j'ai ouï dire que tu sais très bien chanter l'hymne des Mao créé par Dominique Grange. Tu nous le chantes? Non, mais peut-être un petit couplet. Bon, écoutez nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre de se lever
Tous les jours à 5 heures, pour prendre un quart un train, parqué comme du bétail, marre du chévaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Tu vois, je m'en souviens plus. Mais ça se termine par écoutez les nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Lacan du peuple est notre camp. Nous sommes les nouveaux partisans. Sauf que non. Et c'est extrêmement important. Là où on s'est trompé violemment, c'est qu'on s'était mis en tête que nous étions les enfants de 1945. Qu'en combattant comme ça, on reprenait les armes que des traîtres avaient volées à la résistance, dont le cri de guerre à la gauche, c'est de la résistance à la révolution. Et on a vécu dans cette illusion, parce que quand même, le slogan le plus débile, le plus dégueulasse que l'on entend en France, c'est CRS-SS. Un CRS sera jamais un SS, jamais, quoi qu'il fasse. Autrement, c'est de nier ce que les SS ont fait, c'est absolument dégueulasse. Et donc on s'est trompé sur l'époque, on s'est trompé sur le temps, et surtout, il n'était pas là, le peuple. Il n'a jamais été là. C'est-à-dire que nous étions là, et quand on se retournait, nous étions seuls. Et moi, ce qui me bouleversait, ce qui m'a toujours bouleversé, c'est que quand il y avait des manifestations très très dures, des moments très très violents, il suffisait qu'on aille dans 2 rues à côté, c'était la paix. Et il y avait une petite fille qui disait « Je peux avoir un pain au chocolat, maman ?» Et nous étions dans quelque chose qui était une fiction absolue, une fiction pure. Mais je trouve que déjà le reconnaître, c'est fort, parce que je n'ai pas beaucoup entendu des Madeleines, etc., dire ça. Mais en tout cas, c'était fort, mais au cœur, je garderai toujours au cœur. Toujours, ce que des jeunes ouvriers nous avaient dit, des gens de Renault, de Stein, de Flin, de Citroën, qui nous ont dit, lorsqu'on a dissous l'organisation, qui nous ont dit, mais nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que nous, on y a cru à vos histoires, on y a cru à la beauté, etc. Et vous, donc, vous allez reprendre vos études, vous allez créer Libération. Mais nous, qui sera à 5 heures du matin aux portes des usines? Il y a un passage très beau avec Marc. Avec Marc hein, Qui sera là? Vous nous laissez tomber? Qui sera là? Pourquoi? Parce que, oui, ok, d'accord, vous les petits intellos, vous avez joué comme ça, puis quand c'est l'heure de la récré qui se termine, hop, je m'en vais. Et nous, qu'est-ce qu'on devient? Qui va nous protéger? Qui va protéger les travailleurs immigrés? Qui va nous protéger contre la maîtrise, les petits chefs, les patrons? Qui va le faire? Et là, tu baisses les yeux en disant « Je suis désolé ». Et la personne te dit « Écoute, casse-toi ». Je vais baisser les yeux et dire « Je suis désolé ». On est arrivé au bout de l'heure avec Serge Chalandon. Alors moi, ce qui m'émeut, c'est de lire le livre de Kels de Serge Chalandon. Merci beaucoup. Vous allez bien sûr pouvoir retrouver Sorge à l'espace dédicace. Vous allez... Bon. Sorge va dédicacer juste après, bien évidemment. Vous allez le retrouver. Un grand, grand merci, Sorge Chalandon. Merci à vous. Désolé d'avoir été aussi mauvais, un peu des sales gosses tous les deux, mais je crois que c'est un très bon fonctionnement, en fait. Thank you.